Et, on va parler des tachycardies supraventriculaires chez le nouveau-né, nourrisson et l'enfant. Donc, on va commencer. J'espère que tout le monde m'entend bien. Oui, oui, on vous entend très bien. Parfait. Donc, ce qu'il faut savoir, l'enfant est différent de l'adulte. Les arythmies sont les mêmes, le mécanisme d'arythmie est exactement le même, quel que soit l'âge, mais l'évolution et la prise en charge sont différentes. Donc, ce n'est pas un problème de santé rare. Les tachycardies supraventriculaires représentent 2,25 pour 1000 enfants, donc ce qui rend quand même le sujet important. De toutes les arythmies qu'on peut voir chez l'enfant, les tachycardies ventriculaires sont rares. C'est pour ça, moi, j'ai trouvé l'important dans ce webinaire de parler essentiellement des tachycardies supraventriculaires. Les TV ne représentent pardon, 1,8% de toutes les arythmies. Alors, dans la prise en charge de ces arythmies, on se base sur ce papier de l'ERA, l'European Heart Rhythm Association, en association avec la Société européenne de pédiatrie cardiologique, qui ont publié en 2013 ce papier. Il y a également le papier de PACES and HRS. PACES, c'est une société très active, c'est Pediatric and Congenital Electrophysiology Society qui ont publié en 2016 un papier qui parle de l'indication de l'ablation chez les enfants. Et récemment, l'American Heart Association, l'ACHA, elle a publié un nouveau papier en 2024 qui traite le traitement pharmacologique en cas d'arythmie fœtale et néonatale. Alors, on va voir progressivement le diagnostic, l'évolution de ces arythmies et comment les traiter à la phase aiguë et quel sera aussi le traitement préventif. Alors d'abord, c'est quoi une TSV? Alors les tachycardies supraventriculaires, ce n'est pas une seule entité, mais c'est plusieurs entités. On a les deux principales, ce sont les atrioventricular reentrant tachycardia, c'est des tachycardies réentrantes qui utilisent une voie accessoire. Et vous avez le flotteur atrial, la tachycardie atriale focale et la VNRT. Mais les deux principales durant la première année de vie, c'est les AVRT et le flotteur atrial. Alors, durant la phase aiguë, pour prendre en charge une tachycardie, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances. C'est juste, il faut être simple, comme par exemple se tracer. On n'est pas dans l'obligation de faire un diagnostic précis. L'essentiel, quand vous voyez ici que le patient, il est rapide, donc pour calculer la fréquence cardiaque, il faut mesurer l'intervalle RR. Comme vous voyez ici, c'est rapide. L'intervalle RR, il est à peu près ici 7 petits carreaux. Donc, un petit carreau, c'est 40 millisecondes. Pour calculer la fréquence exacte, il faut faire 60 000 divisé par l'intervalle RR en millisecondes. Donc, ici, il est à 220 battements par minute à peu près. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il faut voir? S'il vous plaît, il faut muter votre micro. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir également? Est-ce que le rythme il est régulier ou pas? Donc là, le rythme il est régulier. Donc, c'est une tachycardie régulière. Troisième chose, est-ce que c'est QRS fin ou QRS large? Donc ici, elle est à QRS fin. Chez l'enfant, le nourrisson, c'est pas comme l'adulte. L'adulte, on parle de QRS large quand c'est supérieur à 120 millisecondes. Chez l'enfant, quand c'est supérieur à 80 millisecondes, c'est-à-dire deux petits carreaux. Donc là, on a le QRS qui a un petit carreau, donc 40 millisecondes. C'est une tachycardie régulière à QRS 20. Donc ça suffit. À partir de là, on peut parler de tachycardie supraventriculaire. Après, le mécanisme exact, c'est difficile quand même de le déterminer sur un ECG de surface. Ce qu'il faut noter également, c'est qu'il n'y a pas d'onde P qui précède chaque QRS. Donc, regardez les QRS ici en D2, ça c'est l'onde T qui est après le QRS, mais avant les QRS, il n'y a pas d'onde P. Donc, ce n'est pas un rythme sinusal, c'est une tachycardie anormale, tachycardie supraventriculaire. Pour mieux comprendre, voici un ECG pour comparer le premier ECG de TSV avec un ECG normal. Regardez ici, en bas, c'est le rythme chez le nouveau-né, c'est un nourrisson.
de quelques mois. C'est normal d'avoir une fréquence à 170 battements parce qu'il pleure, il bouge en consultation. Mais regardez ici, 170, c'est pas rapide. Donc TSV, c'est généralement plus de 200 battements par minute. Et en plus, en D2, on va clairement l'onde P. Il y a le QRS, l'onde T et puis l'onde P. Et Oui, avant chaque QRS, il y a une onde P. Donc ça, c'est un rythme normal. Avant de dire sinusal, bien sûr, pour rentrer dans les détails, il faut voir dérivation D2. En D2, on a le QRS, pardon, l'onde P qui est positive. Et regardez l'AVR, ça c'est l'AVR ici, la quatrième ligne. Donc c'est négatif. Donc probablement ici c'est un rythme sinusal, c'est un rythme normal. Ça, c'est un autre tracé d'une tachycardie chez un autre nourrisson. Donc, pareil, ce qui nous intéresse, c'est pas de déterminer le mécanisme exact. Est-ce que c'est une voie accessoire? Est-ce que c'est une dualité nodale? Le plus important, c'est de déterminer qu'il s'agit d'une tachycardie anormale. Déjà, elle est très rapide parce qu'on voit que l'intervalle RR, c'est un gros carreau qui correspond à 200 millisecondes. Donc, si on prend 60 000 divisé par 200 millisecondes, ça fera 300 battements par minute. Le QRS, il est fin et c'est régulier. Donc, c'est une TSV à 300 battements par minute. La même chose ici, c'est notre tachycardie. Pareil, on ne voit pas les ondes P, c'est une TSV. Alors, 80% des tachycardies supraventriculaires chez l'enfant sont dues à des voies accessoires. C'est quoi une voie accessoire? Donc, regardez ici le schéma. C'est une continuité du muscle entre l'oreillette et le ventricule. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'influx électrique, il va descendre au cours de la tachycardie, descendre par la voie nodo-ischienne, la voie normale, et puis remonter par la voie accessoire, et ainsi de suite. Donc, il continue à circuler entre les deux voies, et ce qui explique pourquoi on a des tachycardies qui se déclenchent de temps en temps. Alors, la voie accessoire, elle a des propriétés électrophysiologiques. Donc déjà, elle peut conduire, ici, si je reviens à la tachycardie, c'est une conduction rétrograde. Au cours de la tachy, ça descend par la voie nodoïcienne et ça remonte par la voie. Donc c'est une conduction rétrograde. On la voit au cours des TSV. Mais cette même voie accessoire, elle peut conduire dans le sens antérograde en rythme sinusal et dans ce qu'on appelle l'aspect de préexcitation ventriculaire. Regardez ici, l'onde P est collée dans le QRS. C'est un espace PR très court avec onde delta. Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Wolff-Parkinson-White quand on a une préexcitation sur le CG avec TSV, avec palpitation. Parfois, on a des TSV, des patients qui font des TSV, mais qui n'ont pas des préexcitations. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une voie accessoire, mais tout simplement parce que cette voie accessoire ne conduit pas dans le sens antérograde, elle conduit exclusivement dans le sens rétrograde et on appelle ça concealed accessory pathway, ou en français, voie accessoire cachée. La voie accessoire, la préexcitation, elle peut être très évidente à l'ECG, comme ce cas ici. Comme elle peut être latente. Latente, on la voit essentiellement en cas de préexcitation de voie accessoire latérale gauche. Donc pourquoi? Parce que la voie latérale gauche qui relie la paroi latérale de l'oreillette gauche à la paroi latérale du ventricule gauche, elle est loin du nœud sinusal. Donc l'influx, il va passer plus rapidement à travers le nœud AV et juste une partie qui sera dépolarisée par la voie accessoire, raison pour laquelle on ne voit pas très bien la préexcitation parfois sur le CG. Et je vous conseille toujours de bien voir toutes les dérivations avant de dire qu'il n'y a pas de préexcitation. Parfois, quand elle est latente, on la voit uniquement dans une seule dérivation. Donc, il faut voir les 12 dérivations avant de dire pas de préexcitation sur le CG. Alors, en réalité, c'est quoi ces voies accessoires? Normalement, comme vous le savez, il y a une isolation électrique entre l'étage atrial et ventriculaire. Il n'y a que le nœud AV et le faisceau de His qui passent entre l'étage atrial et ventriculaire. Et quand on a une continuité du muscle entre l'étage atrial et ventriculaire, ça donne une voie accessoire. Donc la voie accessoire, c'est une continuité musculaire. Et c'est des bandes très fines.
Elles sont de 3 millimètres. Rarement, elles sont larges, elles peuvent atteindre jusqu'à 10 millimètres. Alors, donc pour revenir au mécanisme, donc regardez, en rythme sinusal, on peut avoir la préexcitation, ça c'est ce qu'on appelle manifest pre-excitation, c'est-à-dire que ça descend par la voie accessoire et par le nœud AV, ça donne une onde delta évidente. Au cours de la tachycardie, 80% c'est des tachycardies orthodromiques. Orthodromiques, c'est-à-dire la conduction dans le sens normal. C'est quoi le sens normal? C'est-à-dire ça descend par le nœud AV et ça remonte par la voie accessoire. Quand on peut avoir aussi le contraire, c'est-à-dire antidromique, cette voie accessoire, on peut avoir cette tachycardie qui descend par la voie accessoire et qui donne un QRS large et remonte par le nœud AV. Dans la tachycardie orthodromique, le QRS est fin parce que la dépolarisation est rapide, elle se fait par les voies de conduction physiologiques. À l'opposé de la tachycardie antidromique ou la voie accessoire, quand elle sort de cette voie accessoire, qu'est-ce qu'elle va retrouver ici? Elle va retrouver le myocarde. Le myocarde, il conduit de proche en proche. Ce n'est pas des voies de conduction spécifiques, raison pour laquelle on a des QRS larges. C'est-à-dire que, en résumé, les voies accessoires, on peut avoir TSV, comme on peut avoir une tachycardie QRS large qui ressemble à des tachycardies ventriculaires. Ces mêmes voies accessoires, ils peuvent conduire pas comme un circuit de réentrée, mais comme par exemple dans le cas de la fibrillation atriale, la FA, elle peut être transmise par cette voie accessoire et on appelle ça le superwolf. L'autre arythmie, c'est le flotteur atrial. Regardez le flotteur atrial, ça, c'est un nourrisson de 9 mois. On me l'a adressé, c'était pédiatre de Batna qui a fait le diagnostic, c'était des jumeaux. Un des deux, il avait un retard psychomoteur, donc il a fait toutes les explorations, ils n'ont rien trouvé, et cette pédiatre, elle avait le bon réflexe de faire un ECG, et elle me l'a orienté, on a fait la cardioversion électrique, et il était en CMD, il avait une cardiomyopathie dilatée avec dysfonction VG, et après qu'on a traité le flotteur, on a rétabli le rythme sinusal, il a récupéré au bout d'un mois déjà. Il y avait une nette amélioration de la fonction cardiaque avec la maman, elle m'a dit que déjà il commence à avoir un développement presque normal. Donc la particularité du flotteur atrial, regardez, c'est différent. C'est pas comme les anciens ECG que je viens de montrer. Ici, on a ce qu'on appelle l'auriculogramme. C'est un aspect en dents de scie, Kimal Menchar. Donc ça, c'est très particulier et spécifique du flotteur. Ça, c'est un nourrisson de 9 mois. Et le flotteur, il est régulier au niveau de l'oreillette, mais la transmission au ventricule, elle peut être irrégulière. On peut avoir ce qu'on appelle la conduction variable. Donc, c'est pour cette raison, regardez ici, l'espace RR, il n'est pas constant. C'est-à-dire, le flotteur, il peut être irrégulier, c'est pas uniquement la fibrillation atriale. Le circuit au niveau de l'oreillette, c'est une macro-réentrée. Généralement, il bat à 300 battements, mais il y a le nœud AV qui bloque la transmission vers les ventricules, heureusement. Et le blocage, il n'est pas forcément 2 pour 1 ou 3 pour 1, donc il est parfois, regardez, parfois 2 pour 1, parfois 3 pour 1, 3 pour 1, pardon, c'est pour ça on a cette conduction variable RR irrégulier. Alors, l'autre tachycardie, elle n'est pas fréquente chez l'enfant, mais ce qu'il faut savoir sur la tachycardie atriale focale, c'est un mécanisme focal, à l'opposé du flotteur. Et généralement, la fréquence, elle est inférieure à 250 battements par minute. Et la particularité, c'est qu'elle évolue par salve, salve de quelques secondes à quelques minutes. Par contre, le flotteur, ça évolue des heures, des mois. Généralement, il ne s'arrête pas. Par contre, la taf, elle s'arrête. Si vous avez à l'Holter ECG, quand vous faites l'Holter et vous trouvez des patients qui changent de fréquence et d'aspect de l'ANTP, il faut évoquer la tachycardie atriale focale. Cette tachycardie atriale, elle peut prendre origine au niveau des veines pulmonaires, au niveau de la crista terminalis, au niveau de l'ostium du sinus coronaire. Donc ça, c'est pas important pour vous. Ça, c'est quand on veut faire l'ablation, on va localiser le foyer ectopique. Il y a la quatrième arythmie, c'est ce qu'on appelle les AVNRT. Les AVNRT, elle est vraiment rare chez le nourrisson, mais on peut l'avoir à peu près 30% chez le grand enfant, vers l'âge scolaire. L'AVNRT, c'est pas comme l'autre. L'autre, c'est AVRT, il n'y a pas le N.
AVRT, c'était atrioventricular reentrant tachycardia. Ici, atrioventricular nodal reentrant tachycardia. C'est-à-dire que ce n'est pas une voie accessoire indépendante, mais c'est le nœud auriculoventriculaire qui présente une dualité. Il présente une voie lente et une voie rapide. Le nœud AV, il a deux voies de conduction et pareil, c'est le même mécanisme de temps en temps. Donc, quand la tachycardie se déclenche, l'influx, ça descend par la voie lente et ça remonte par l'autre, ou le contraire, il donne des tachycardies comme montre ce schéma ici, d'accord? Cette ECG, pardon. Donc, on a une tachycardie. Normalement. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de l'évolution. Comment ça évolue ces tachycardies? Donc, regardez, l'enfant, il y a deux périodes à risque. Les deux périodes où ils font beaucoup d'arythmies. Il y a la période anténatale, c'est-à-dire fœtale jusqu'à l'âge d'1 an. Puis, il y a une rémission. On voit très peu de palpitations de TSV entre 1 an jusqu'à l'âge de 5 ans. La deuxième période, c'est à l'âge scolaire. À l'âge scolaire, 5 ans, 6 ans, on a aussi beaucoup d'enfants qui souffrent d'arythmie. La première période, c'est en rouge ici, c'est inférieur à 1 an. C'est surtout les tachycardies qui utilisent une voie accessoire et suivi par les flotteurs atriales et des tachycardies focales. La deuxième période scolaire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez muter les micros? La deuxième période à l'âge scolaire, donc c'est essentiellement toujours les voies accessoires, 60%, et il y a plus de tachycardie par réentrée intranodale, c'est-à-dire les AVNRT, les dualités nodales, et très peu de flotteurs. Oui. Alors, quel est le mode de révélation? Ouais, ouais. S'il vous plaît, Mohamed Nita, vous pouvez éteindre le micro. Donc, la première période anténatale jusqu'à 1 an, comment faire le diagnostic? Le diagnostic, malheureusement, il est souvent retardé. C'est la maman qui va se rendre compte parce qu'il y a des difficultés alimentaires, le retard de développement psychomoteur ou les crises convulsives. Les crises convulsives, les syncopes, c'est plutôt pour tout ce qui est tachycardie ventriculaire, le syndrome du QT lent. Mais les TSV, ça donne très peu de crises convulsives. En tout cas, si vous savez, surtout pour les pédiatres, parce que c'est eux qui voient en premier ces enfants malades, c'est pas les cardiologues. Donc, il faut faire très attention. Quand vous avez un retard de développement ou des crises convulsives, il faut pas uniquement demander écho-cœur. On a tendance à demander l'écho-cœur et oublier le CG. Le CG également est très important pour faire les diagnostics justement de ces arythmies. Ce qu'il faut savoir également que la mortalité de ces TSV, elle est faible, c'est inférieur à 1%, sauf pour certains types comme la PJRT, elle est vraiment rare, on la voit surtout en cas de cardiopathie congénitale. Les arythmies à l'âge scolaire, comment ça se manifeste? Ici, c'est comme presque un adulte, hein, ils commencent à exprimer, ils vous disent qu'il y a des palpitations, et justement, ce n'est pas toute palpitation n'égale pas trouble du rythme. Il faut toujours essayer de documenter l'arythmie entre les crises. Sachez que entre les crises, si vous faites un ECG et il n'y a pas de préexcitation sur l'ECG, vous ne pouvez pas poser le diagnostic de la tachycardie ou d'un trouble du rythme. Donc, il faut se baser toujours sur l'ECG percritique. Il faut éduquer les patients, éduquer les parents, leur expliquer qu'il faut faire rapidement un ECG au moment de la crise, chez n'importe quel médecin, un généraliste, à l'hôpital, à l'EPH, chez un spécialiste. L'essentiel, faire un ECG au moment de la crise si c'est possible, ou au moins apprenez aux patients de prendre le pouls par un saturomètre ou par un tensiomètre électronique. Donc, il va afficher la fréquence. S'il vous affiche 200 battements ou 220, généralement, ça ne peut pas être une tachycardie sinusale ou quelque chose de simple. Surtout, la tachysinusale, elle a la particularité de varier. Elle est variable dans le temps. Ça varie, il est à 120, puis il est à 130, 140. Par contre, une TSV, ça ne bouge pas. Elle est à 220, elle continue à 220, et quand elle s'arrête brusquement pour passer en rythme sinusal. Pourquoi j'insiste sur ça? Pour abandonner la prescription abusive des traitements antiarythmiques, parce que parfois un enfant, quand il décrit, même chez l'adulte d'ailleurs, quand il décrit des palpitations, parce qu'il a l'adulte, souvent on trouve une hypertension, c'est des sensations et pas une arythmie.
Donc, et l'enfant, la toxicité des traitements antiarythmiques est plus importante par rapport à l'adulte. Donc, il faut toujours essayer de faire un diagnostic. Alors maintenant, quelle est l'autre particularité? Avant un an, il y a beaucoup de risques de CMD rythmique par rapport aux grands enfants. Donc, il faut savoir que les TSV, chez le nourrisson et le nouveau-né, il faut les prendre au sérieux parce qu'ils peuvent faire des CMD. Et ça, c'est vrai. Moi, dans ma pratique chez l'adulte, je vois vraiment rarement de CMD rythmique au cours des TSV suite à un voie accessoire, par exemple un Wolf Parkinson Mite. Par contre, chez l'enfant, c'est fréquent. Il y a un TSV, on trouve une CMD, après, une fois on traite la TSV, il y a un rétablissement parce que le diagnostic de la CMD rythmique, c'est rétrospectif. C'est quand on traite l'arythmie, il y a une récupération, on parle de cardiomyopathie rythmique. L'autre particularité à cet âge, c'est qu'on traite ces arythmies par les médicaments et non pas par l'ablation. L'indication de l'ablation, elle est exceptionnelle à cet âge, vu bien sûr le risque de complications, évidemment. À partir entre 5 et 10 ans, il y a moins de risques de CMD rythmique et c'est un jeu égal entre traitement antiarythmique et ablation. On va voir les détails. Maintenant, j'ai une TSV. Comment l'arrêter? Comment arrêter cette tachycardie? Alors, j'ai mis en jaune tout ce qui est disponible en Algérie. Malheureusement, on n'a pas des médicaments qui sont très efficaces et safe surtout. Mais commençons par qu'est-ce qu'on peut faire chez nous. Il y a les manœuvres vagales. Les manœuvres vagales, quand il s'agit d'un grand enfant, on peut faire bien sûr le massage du sinus carotidien, la manœuvre de Valsalva, mais un nourrisson ou un nouveau-né, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle ice in the face, c'est-à-dire l'immersion du visage dans l'eau glacée. Il est conseillé de faire l'immersion de tout le visage, pas uniquement le front ou les joues. Donc, il faut faire tout le visage, couvrir bien le visage. Il faut mettre un sac couvert, bien sûr, étanche, et à l'intérieur des glaçons ou de l'eau glacée, et le mettre sur le visage. Pendant, il ne faut pas dépasser 15 secondes. Vous avez quand même une efficacité entre 50 à 60%. L'autre méthode, si ça ne s'arrête pas, il faut utiliser la sonde nasogastrique. Parfois, le fait de mettre la sonde nasogastrique, elle peut s'arrêter, la tachycardie. Après, idéalement, l'adénosine. L'adénosine, il est vraiment excellent. Pourquoi? Parce qu'il a une durée d'action qui est très courte, 5 à 10 secondes, et il a aussi le délai d'action qui est très court. Et c'est safe. Tous les médicaments qui ont un délai d'action court sont généralement, il n'y a pas de complications, sauf bien sûr, il faut respecter les contre-indications, c'est l'asthme. De toute façon, il n'est pas disponible. J'espère qu'on l'aura très prochainement parce que ça aide les médecins dans la pratique de tous les jours, ça sauve des vies. Si je prends maintenant, vous voyez en jaune, ce qui reste, c'est l'amiodarone. L'amiodarone, c'est une indication classe 2B. Il a une toxicité. L'excipient, il est hypotenseur. Donc, par contre, l'adénosine, c'est miraculeux. Donc, pour la cordarone, il faut respecter la dose. C'est 5 à 10 mg par kilo. Et il faut la donner généralement, bon, ici, ils disent, ça c'est le papier de l'European Heart Rhythm Association, ils vous disent qu'il faut l'utiliser en 60 minutes. Pourquoi? Parce qu'il est hypotenseur. Donc, si vous faites la perfusion rapidement, l'enfant, il peut faire un collapsus, ce qui est grave quand même. Donc, il faut faire la diffusion doucement. D'accord. S'il vous plaît, vous pouvez muter le micro. Outside, s'il vous plaît. Alors, donc c'est 5 à 10 mg par kilo. Donc, c'est facile. Il faut calculer doucement les doses, refaites le calcul, s'assurer du bon calcul des doses. Il faut, quand l'infirmier il fait la préparation, il faut être avec l'infirmier parce que parfois ils font des erreurs. Donc, il faut, ce que je fais moi, je suis avec l'infirmier quand il fait le prélèvement pour préparer les médicaments chez l'enfant, parce que la moindre erreur, elle peut être quand même fatale.
Alors, ça, c'est les recommandations de PALS, c'est Pediatric Advanced Life Support. Ils disent la même chose. Ici, ils se basent essentiellement sur l'adénosine et l'amiodarone. L'adénosine, on ne l'a pas. Et regardez ce papier de l'American Heart Association. Euh, Moi, je trouve qu'il est très intéressant. Donc, en plus de l'adénosine, il vous propose, si vous n'avez pas l'adénosine, d'utiliser والله l'esmolol. المشكلة مديرين الريكورد L'esmolol, ديالي فين عندي الريكوردينغ. l'esmolol, il est actuellement disponible en Algérie. Vous pouvez le commander au niveau de la PCH. Monsieur Lakhdari, s'il vous plaît. Donc, l'esmolol, il est disponible en Algérie. La dose, c'est 500 microgrammes par kilo. D'accord? Donc, je pense qu'il faut changer nos habitudes parce que le bêta-bloquant, il est mieux toléré par rapport à l'amiodarone. Il y a moins de toxicité. Donc, moi, je préfère qu'on change nos habitudes et on commence à utiliser les bêta-bloquants tant que c'est disponible. L'esmolol, c'est un bêta-bloquant qui a une durée d'action qui est courte, un délai d'action aussi qui est court, ce qui donne très peu de risque d'hypotension et même s'il y a d'hypotension, de toute façon, l'effet il va disparaître au bout de quelques minutes. Voilà, après, regardez ici un exemple. C'est un nourrisson qui a une TSV à 260 battements par minute et ils ont donné ici l'adénosine. Alors l'avantage de l'adénosine, qu'il est aussi, en plus du traitement, il a un but diagnostique. Quand je donne l'adénosine, regardez, j'ai donné l'adénosine et ici, à droite de l'écran, il y a un ralentissement de la cadence ventriculaire, donc on voit très bien l'aspect du flotteur. Donc là, je sais que c'est un flotteur et pas une AVRT. Ce n'est pas une voie accessoire. Dans l'AVRT, l'onde A égale au QRS, c'est-à-dire pour chaque QRS, il y a une onde P. Quand je donne l'adénosine pour une TSV, par voie accessoire, il y aura l'arrêt d'emblée de la tachycardie. Parce qu'on agit sur le nœud AV qui fait partie du circuit. Par contre, l'adénosine dans le flotteur, ça n'a rien à voir avec le nœud AV. C'est la cadence ventriculaire. Quand je donne l'adénosine, je ralentis le nœud AV et donc je vois qu'il s'agit d'un flotteur. Donc c'est ça le rôle un petit peu aussi de l'adénosine. Alors regardez cet enfant nourrisson de 20 jours, nouveau-né, pardon, 20 jours. Il avait une tachycardie à 290 battements et il était sous furosal durant plusieurs jours et il est décédé. Donc moi je pense qu'il faut justement le message, c'est rapidement, il faut traiter ces enfants pas par le diurétique, mais il faut les traiter par les antiarythmiques. Si la tachycardie, j'ai oublié de dire, les traitements antiarythmiques, c'est quand la TSV est bien tolérée. Mais si vous avez une TSV qui est mal tolérée, il faut faire la cardioversion rapidement. Appelez le réanimateur, il va sédater l'enfant et vous faites la cardioversion électrique. Alors, je vous donne un exemple ici d'un nourrisson qui a 5 mois, qui était en CMD. Regardez son ECG, il a l'aspect en dents de scie, en D3, c'est un flotteur atrial. Et malheureusement, la vidéo ne marche pas. Ici, il avait donc regardé l'image qui est à gauche, le VG qui est dilaté avec dysfonction VG. Et on a fait une cardioversion électrique. Comment faire la cardioversion électrique? Ce qu'il faut savoir que les palettes, tous les défibrillateurs, il y a des palettes, ça c'est les palettes adultes. Il faut déconnecter les palettes adultes et vous allez trouver au-dessous les palettes pédiatriques. D'accord? Donc, quelle est l'énergie? On va utiliser 1 à 2 joules par kilo. Par exemple, si j'ai un nourrisson qui pèse 5 kilos, donc je peux faire 5 joules. S'il y a échec, je peux mettre 2 ou commencer d'emblée par 10. 2 joules par kilo, c'est-à-dire 10 joules par 10 joules, pardon. Et en cas d'échec, on peut doubler. On peut aller jusqu'à 4 joules par kilo. D'accord? Et 2 mois après, ce nourrisson, il a récupéré une fonction normale. Le VG, il a régressé. Il y avait une très très bonne évolution. Bien sûr, la cardioversion, c'est un travail d'équipe. Donc,
Il faut avoir un réanimateur, c'est lui qui va sédater. Il faut pas choquer les enfants à vif, c'est douloureux quand même. Au début, quand j'ai fait moi la première cardioversion, je me suis dit comment je vais faire parce que les réanimateurs probablement ils n'ont pas l'habitude, c'était dans ma tête, ils n'ont pas l'habitude de sédater les enfants, mais au contraire ils ont commencé à rire, ils m'ont dit nous on en donne des nourrissons et des nouveau-nés quotidiennement au service d'imagerie quand ils rentrent pour faire un IRM ou un scanner, donc ils ont l'habitude parfaitement. Donc n'hésitez pas à collaborer avec vos équipes dans vos hôpitaux et je sais pas, ici, l'audience, peut-être il y a un peu de pédiatre, un peu de cardiologue, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une collaboration entre cardiologue et pédiatre et réanimateur pour faire des protocoles de prise en charge, justement. Il faut pas avoir peur. La cardioversion, ce n'est pas un geste euh, euh, très invasif. Au contraire, c'est un geste qui va sauver des vies. Il ne faut pas, bien sûr, hésiter à le faire quand c'est obligatoire. Alors, la particularité du flotteur, il n'est pas rare chez le nouveau-né, d'accord? On le voit beaucoup en période néonatale. أيمن. Le meilleur أروح. traitement du flotteur, c'est la stimulation œsophagienne. On n'a pas les sondes œsophagiennes malheureusement, donc on fait la cardioversion électrique parce que les antiarythmiques ne sont pas efficaces sur le flotteur. On peut bien sûr tenter, mais il ne faut pas laisser l'enfant ou le nouveau-né des semaines et des mois avec traitement antiarythmique. Non. Si vous donnez la cordarone un jour, 2 jours, vous voyez qu'il n'y a pas de réduction du flotteur, c'est bon, il faut prévoir une cardioversion électrique parce que la cordarone, elle a 90% de fixation tissulaire extracardiaque et elle s'élimine, elle a une durée demi de vie très longue, elle s'élimine au bout de 50 jours. Et donc, vous voyez la toxicité quand même qu'on peut engendrer chez un nouveau-né ou nourrisson en croissance. Si c'était un adulte, à la limite, ok, mais un nouveau-né nourrisson, moi je préfère largement de faire une cardioversion électrique en première intention, ce qui est recommandé d'ailleurs si vous prenez les différents papiers que je viens de citer au début, le Open Heart Association. نسيت قبل عندك. نسيت قبل Alors, الستة. l'autre particularité, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt de mettre un traitement antiarythmique après le traitement du flotteur atrial parce que qui dit flotteur dit on est des champions, on a traité le flotteur, c'est bon, il ne va pas récidiver, c'est exceptionnel. Donc, pas de traitement antiarythmique par la suite. Alors maintenant, une fois on a traité la TSV, soit par manœuvre vagale ou par l'esmolol, de toute façon, normalement, le prochain webinaire avec Mohamed Ibrahim, c'est un professeur au Koweït qui a fait plusieurs années aux États-Unis, qui a beaucoup d'expérience. Je lui demandé de parler essentiellement du traitement à la phase aiguë des tachycardies supraventriculaires. Donc, il va nous parler des détails du traitement par esmolol. Et je lui demandé de faire une présentation en fonction des moyens qui existent en Algérie à l'heure actuelle, en attendant que l'adénosine rentre dans notre pays, Inch'Allah. Alors maintenant, on a traité cette TSV. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut traiter le patient pour éviter pourquoi. Pourquoi on doit traiter cet enfant? C'est la première des questions. Deuxièmement, quelle est la durée de traitement? Quand je mets un traitement, est-ce que je le mets un mois, 2 mois, une année, à vie? Quelle est la durée? Et troisièmement, quel est le traitement? Alors, pour la première période, c'est-à-dire entre l'âge fœtal jusqu'à la première année de vie, on traite, c'est pour éviter la récidive. Parce que cette TSV qui est due à une voie accessoire, elle va récidiver. Donc, je dois mettre un traitement pour éviter la récidive et prévenir la cardiomyopathie rythmique. Alors, quelle est la durée du traitement? Généralement, c'est 6 à 12 mois ou jusqu'à l'âge de 12 mois ou 18 mois, un an et demi, en attendant la régression spontanée. Pourquoi je dis ça? Parce que les nouveau-nés ou les nourrissons que vous voyez dans la première année qui font des TSV, on a dit que 80% c'est des voies accessoires. Donc, ces 90% de syndrome de Wolff quand il y a de préexcitation,
ils vont présenter ce qu'on appelle une rémission des tachycardies avant l'âge de 18 mois. Donc, vous voyez, donc c'est pour cette raison, on arrête le traitement. C'est pas la peine de maintenir un traitement au long cours chez les enfants. C'est beaucoup, ça fera c'est vraiment énorme. Et j'insiste aussi sur une chose, on dit rémission, on ne dit pas guérison. C'est-à-dire que probablement, ces nourrissons, ils vont faire des récidives de TSV à l'âge scolaire. Par contre, si vous avez une TSV qui survient à l'âge de 5 ans, là, il faut maintenir le traitement antiarythmique parce qu'on sait que ça ne va pas disparaître, ça va récidiver. Pareil pour la tachycardie atriale focale, dans la littérature, ils constatent que 78% de ces tachycardies atriales vont disparaître spontanément. Ça, c'est pas une rémission, mais résolution spontanée avant l'âge de 3 ans. Alors, comment on va traiter ces arythmies? Est-ce qu'on va mettre traitement antiarythmique? Est-ce qu'on va faire l'ablation? Alors, que disent les recommandations? Ici, le syndrome de Wolff, par exemple, regardez, moins de 5 ans, flécaïne, propafénon, sotalos, traitement antiarythmique, c'est classe 1. Catheter ablation, c'est classe 2B, c'est-à-dire que l'ablation, elle n'a pas beaucoup de place chez les petits-enfants. Donc, c'est beaucoup plus le traitement antiarythmique. Alors, dans les rats, elles vous autorisent à utiliser flécaïne, propafénon, sotalol. Le flécaïne, c'est une indication classe 1, sotalol classe 2A. Et regardez la myodarone, c'est en dernier, classe 2B. C'est quand on a échec, quand on n'arrive pas à, à, à gérer cette arythmie, on passe à la myodarone parce qu'il est toxique. Alors, regardez ce qu'ils disent. Euh, S'il vous plaît, Michou Ben, le micro. Alors, regardez les recommandations de l'AHA, l'American Heart Association. Donc, si vous avez, que disent ces recommandations? Si vous avez préexcitation, no préexcitation, pardon, pas de préexcitation, vous pouvez utiliser le bêta-bloquant ou la digoxine. Donc, pourquoi il parle du bêta-bloquant et la digoxine? Parce que c'est des médicaments. S'il vous plaît, Michou Ben, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre le micro, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Euh, Désolée, j'ai coupé le son. Une seconde. Ok, donc si on a donc pas de préexcitation, on utilise propanolol parce que c'est le moins le plus safe. Il y a moins d'effets secondaires avec le propanolol. Si vous avez préexcitation ventriculaire, vous pouvez également utiliser propanolol. Il ne faut pas utiliser la digoxine. C'est-à-dire que le meilleur traitement, on va dire, chez le nourrisson et le nouveau-né, c'est l'avlocardine. La dose, c'est 2 à 4 mg par kilo par jour. Alors, ça, c'est également les recommandations de l'ERA qui vous parle des différentes doses, propanolol 1 à 3 mg, l'athénolol. Le verapamil, il est contre-indiqué chez le nourrisson moins d'un an parce qu'il donne des collapsus, surtout à la phase aiguë. La flécaïne, on peut la donner également, c'est 2 à 7 mg par kilo. J'ai oublié de dire, propanolol, quand on le donne, c'est 3 fois par jour parce qu'il a une durée d'action qui est très courte, donc il faut le donner 3 fois. Flécaïne, c'est 2 fois par jour. L'amiodarone, toujours en dernière intention, parce qu'il allonge le QT, il a des effets secondaires, c'est toxique et il faut éviter de le donner en association avec la digoxine. Bon, on peut le donner, mais il faut réduire vraiment la dose de la digoxine. Alors, en pratique, comment il faut faire?
Donc, il faut calculer la dose tranquillement avec les parents, leur montrer comment faire la préparation galénique. C'est facile. Par exemple, si je prends un nourrisson de 5 kilos, donc 1 milligramme par kilo, donc ça fera 5 kilos. Donc, je demande à la maman de couper le comprimé de 40 milligrammes en 4. Donc, le 1 quart, ça fait 10 milligrammes. Elle va le diluer dans 3 cc et donc 5 milligrammes, ça correspond à 1,5. Donc, elle va jeter 1,5 et elle va utiliser uniquement 1,5 cc par jour, réparti en 3 fois. Un demi-cc le matin, un demi-cc à midi et un demi-cc à 20 heures. Par exemple, elle peut le diluer aussi dans 6 cc et 5 milligrammes, ça fera 3 cc. Elle donne 1 cc réparti en 3 prises. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas toujours la possibilité de faire une préparation galénique chez le pharmacien. Il y a des règles aussi simples à respecter. La flécaïne, il faut la donner en dehors des repas. La flécaïne aussi, c'est une solution instable. Donc, à chaque fois, elle doit préparer à chaque prise et elle doit jeter le reste. Et c'est comme ça. C'est pas comme la blocardile, elle peut le laisser pour une journée. Alors, ça, c'est la première période. La deuxième période, l'âge scolaire, les médicaments et l'ablation, ils ont le même niveau de recommandation. Regardez, plus de 5 ans, catheter ablation, c'est recommandation classe 1. Flécaïne propafénon, c'est indication classe 1 également. Donc, on a le choix. Comment choisir justement? Bon, j'ai oublié de dire un détail important. La première période, si on a échec au traitement, on peut augmenter la dose, on peut associer 2 antiarythmiques et on peut associer même 3. Moi, j'ai eu des contacts avec des Américains, avec des Allemands. Ils m'ont dit, malgré les moyens, tous les moyens qu'ils ont, les structures de rythmologie pédiatrique invasive qu'ils ont, ils m'ont dit que on peut aller jusqu'à 3 antiarythmiques avant de passer à l'ablation. Donc, n'hésitez pas à associer l'essentiel, respecter les doses, respecter les prises et respecter les contre-indications. Alors, revenons à l'âge scolaire. Donc, comment choisir justement entre ablation et flécaïne? Généralement, il faut être d'abord traitement antiarythmique. Après, si le traitement antiarythmique est efficace, on peut continuer jusqu'à l'âge 8 ans ou 9 ans. Et on voit avec les parents pour une éventuelle exploration, étude électrophysiologique. Par contre, si l'enfant il résiste à un seul traitement antiarythmique et il commence à avoir une scolarité perturbée, par exemple, des crises très fréquentes qui retentissent sur la qualité de vie, là, il faut quand même passer à l'ablation. Je vous donne ici un exemple d'un enfant qui a 9 ans, qui était très symptomatique malgré traitement par flécaïne. La maman, elle me dit que vraiment, il était très gêné, les crises étaient fréquentes, il s'absente beaucoup de l'école. Donc, regardez son ECG. On voit clairement l'onde delta, le PR qui est court, l'onde P, elle est collée au niveau du QRS. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a, bien sûr, on a indiqué une ablation. Donc, la discussion, elle est entre nous et les parents. D'accord? Donc, on prend la décision ensemble. Donc, quand les parents vous disent que mon enfant, il n'arrive pas à avoir une scolarité, une vie normale, donc ici, il faut quand même aller vers l'ablation qui est un traitement safe. À partir de 5 ans, il y a très très peu de complications. C'est comme l'ablation chez l'adulte. Alors, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de voir, ça, c'est une ablation qu'on a fait à la clinique Athéna. Donc, on travaille avec des gens qui ont beaucoup d'expérience. Il était avec moi, docteur Ahmed Mustafa, c'est un rythmologue, professeur à l'université du Caire, spécialiste en arythmologie pédiatrique et adulte. Donc là, on met le cathéter au niveau du sinus coronaire et un autre cathéter diagnostique. Et ça, le gros cathéter, c'est le cathéter d'ablation. Et ce qu'on voit ici sur les signaux électriques en violet, c'est la sonde d'ablation. Regardez à gauche, ici, on a le AV qui est collé et en blanc, c'est le QRS de surface. On a l'aspect préexcité et une fois on a commencé l'ablation, on regardait la normalisation de l'ECG et l'allongement du PR qui est revenu normal, d'accord? Donc, c'est un traitement quand même définitif.
Regardez l'aspect ECG après l'ablation, il n'y a pas de préexcitation. Ici, le QRS, si je prends par exemple le V5, regardez V5, comment il était, PR collé et l'onde delta, le QRS large, et regardez là, c'est fin l'espace PR, on le voit très bien. Le taux de succès de l'ablation, il dépend de la localisation. Et par exemple, pour un quinte latéral gauche, on a un taux de succès de 99%. Le postérieur, c'est 95%. Voilà. Est-ce qu'il y a des récidives? Bien sûr, on peut avoir des récidives après l'ablation. Bon, ça varie entre 2 et 5%, mais ça reste quand même faible par rapport à un enfant qui prend des traitements antiarythmiques au long cours. Parce qu'ici, durant cette période, on a déjà expliqué qu'à l'âge de 5 ans, il n'y aura pas de rémission. Donc cet enfant, il aura besoin de te prendre des traitements antiarythmiques au long cours. C'est pas comme le nourrisson, quand il arrive à l'âge d'un an, un an et demi, on peut arrêter et voir. S'il récidive, on peut reprendre, mais très souvent, ça ne récidive pas, donc jusqu'à l'âge de 5 ans. Alors, j'arrive à la fin. Ce que je viens, comment euh, conclure, c'est juste qu'il faut savoir que les arythmies chez le nouveau-né et le nourrisson sont moins tolérées. Ce n'est pas comme l'adulte. L'adulte, quand même, c'est rare d'avoir un collapsus à cause d'une TSV. On a le temps de le prendre en charge, de l'installer, etc. Parfois, on donne même des traitements antiarythmiques, Péros, si on attend, on surveille. Mais le nouveau-né nourrisson, il faut agir quand même. Il faut pas laisser ces enfants en TSV des heures et des jours sans traitement. Également, le traitement antiarythmique, il peut avoir des conséquences non négligeables sur le développement de l'enfant, raison pour laquelle il faut avoir un diagnostic clair et précis. Il ne faut pas mettre des traitements abusivement juste parce il décrit des palpitations. Il faut choisir les bons traitements antiarythmiques. Je vous conseille vivement d'utiliser l'avlocardil. La particularité également chez l'enfant, j'ai oublié de dire, nous, chez l'adulte, quand on traite un syndrome de Wolff-Parkinson-White, on n'a pas le droit de donner des bêta-bloquants parce qu'il y a le risque de mort subite. Euh, Pourquoi? Parce que le bêta-bloquant, il va bloquer le nœud AV, il va favoriser le passage par la voie accessoire. Par contre, chez l'enfant, moins de 5 ans, il n'y a pas ce risque. Vous pouvez donner le bêta-bloquant en cas de préexcitation, et ça, je l'ai vérifié avec les recommandations, c'est écrit noir sur blanc. Et j'ai parlé avec aussi des rythmologues, on a fait des formations avec des rythmologues qui travaillent aux États-Unis, Monsieur Bradley qui travaille à Michigan, il m'a dit, on traite les enfants, on traite les nourrissons, les nouveau-nés avec les bêta-bloquants, avec préexcitation, et ils font pas de fibrillation atriale préexcitée parce que l'oreillette de l'enfant, elle est petite, donc elle fibrille moins. Donc, utiliser les médicaments qui n'ont pas d'effet secondaire, abandonner la prescription abusive de la cordarone, laisser la cordarone en dernière intention quand on n'arrive pas à gérer et à maîtriser l'arythmie. Pensez également aux arythmies en cas de retard de développement, en cas de crise convulsive. La majorité sont traitables avec un excellent pronostic. L'essentiel, agir rapidement. Et je dis en dernier également que l'adénosine, elle peut sauver vraiment des vies. Et c'est facile à utiliser. Tout le monde peut utiliser l'adénosine. L'apprentissage de l'utilisation de cette molécule est vraiment rapide et facile. Et j'espère qu'on l'aura, Inch'Allah, le plus tôt possible en Algérie. Voilà, merci à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions, bien sûr. Merci beaucoup, docteur. Moi, j'ai une question concernant le traitement Péros par l'amiodarone au cours d'une TSV. Puisque dans notre service, on a l'habitude d'utiliser l'amiodarone à la dose de 50 mg par mètre carré, qui peut être renouvelée jusqu'à une dose cumulée de 1000 mg par mètre carré. Et ça a donné des résultats, de bons résultats en ce qui concerne la réduction de TSV. Est-ce que est-ce que c'est connu comme conduite?
Merci pour cette question. Vous êtes pédiatre, j'imagine. Oui, D'accord. Très bien. Justement, c'est les pédiatres qui sont au premier plan. Je suis entièrement d'accord. Il faut toujours privilégier l'utilisation précoce des traitements antiarythmiques. Pourquoi? Parce que l'amiodarone, elle a moins d'effets secondaires quand elle est donnée par voie orale par rapport à l'utilisation par voie intraveineuse. Je suis entièrement d'accord. Par contre, je sais pas, moi je préfère utiliser la dose de 5 à 10 milligrammes par kilo. C'est-à-dire si vous prenez toutes les recommandations, j'ai montré ici les recommandations américaines, c'est un nouveau papier, vous pouvez le voir. L'American Heart Association, publié en 2024, ils vous disent 5 à 10 milligrammes par kilo. La société européenne, pareil. Donc, il faut abandonner cette technique, le dosage par mètre carré. Mais par voie orale, je suis entièrement d'accord. D'accord. Si vous le donnez par voie intraveineuse, en cas d'échec par exemple, il faut le perfuser doucement, au moins 40 minutes, 40 à 60 minutes. Si vous donnez rapidement la myodarone, l'enfant il va faire hypotension, collapsus, et il peut mourir. Alors, pourquoi la cordamone péros, elle ne donne pas d'hypotension? Parce que l'excipient qui existe à la voie orale, c'est lui qui est hypotenseur, ce n'est pas la cordamone. Est-ce que vous avez compris? d'accord. Voilà. Mais je pense que avant de commencer par la cordamone, essayez quand même l'eau glacée, comme on a dit, ice in the face, la sonde nasogastrique chez le nourrisson. Et quand ça marche pas, on donne la cordamone. Je vous encourage également à commencer à commander, il est disponible là, au niveau de la PCH, les Smolol. Les Smolol également, c'est très facile, hein, c'est très facile, c'est 500 microgrammes par kilo. Si vous avez peur, vous pouvez commencer par 100 ou 200 milligrammes par kilo et vous titrez progressivement. Il a moins d'effets secondaires. Voilà. D'accord. Et en ce qui concerne le délai d'action de l'amiodarone, que ça C'est très soit... lent. C'est très lent. D'accord. Même par voie intraveineuse. L'amiodarone, ce n'est pas le traitement idéal à la phase aiguë. Dans les pays développés, c'est quand on n'arrive pas à les réduire par par adénosine ou par bêta-bloquant, là, on donne la cordarone. Ou parfois, vous pouvez les arrêter par adénosine ou même par cardioversion électrique et ça récidive. Et dans ce cas-là, on peut donner la cordarone justement pour... c'est vraiment laissé aux situations de sauvetage. C'est pas comme chez nous. D'accord. Et j'ai une autre question, s'il vous plaît. Par exemple, chez un enfant qui est déjà sous traitement de fond par le propranolol, par exemple, bien flécaïne en cas de syndrome de Wolff-Parkinson-White, et qui fait une crise de TSV, si je peux dire ça, et que ça persiste malgré, par exemple, les mesures non médicamenteuses. Est-ce qu'on peut introduire un autre traitement pour justement arrêter l'épisode? Est-ce que, par exemple, on peut donner l'amiodarone ou bien juste augmenter la dose de son traitement en attendant que ça se réduise spontanément? Alors, c'est la même chose, comme je viens de dire. Si c'est un grand enfant, vous pouvez doubler la dose, par exemple, ou donner des bêta-bloquants Péros. Vous pouvez donner, faire les manœuvres vagales. Après, s'il ne s'arrête pas, donner la cordarone, vous n'avez pas le choix. S'il ne s'arrête pas, des fois ça résiste et des fois il faut faire cardioversion électrique. On finit par faire une cardioversion électrique. L'essentiel, vous avez des médicaments, d'accord? L'enfant, ce qui est admis de façon générale, c'est qu'il faut privilégier les médicaments Péros, d'accord? Comme vous avez dit, l'amiodarone Péros, le bêta-bloquant Péros, normalement, c'est pas comme ça. Normalement, c'est l'adénosine, manœuvre vagale, adénosine et smolol. Les smolol, il y a aussi un autre bêta-bloquant qui a une durée d'action courte, le landiolol. Il n'est pas disponible en Algérie. Donc, nous, on n'a pas. Avec les smolol, vous pouvez le commander. Mais en attendant, je peux utiliser, le patient, il est sous avlocardine, je peux lui donner une autre dose d'avlocardine en fonction du poids.
2 mg par kilo par exemple, ou 3 mg par kilo, et j'attends. Ce qui est important, quand on donne Péros, il faut attendre un petit peu. Il faut surveiller l'enfant, mais il faut attendre parce que l'IV, ça agit rapidement, mais Péros, ça met des heures quand même, 2 heures, 3 heures de temps. Après, à vous de juger. Si l'enfant se dégrade, il faut appeler le réanimateur, il faut préparer la cardioversion, c'est ça. L'essentiel qu'il ne traîne pas des jours en TSV. Très bien. Pardon, docteur, est-ce que tous les traitements médicamenteux peuvent être délivrés par la greffe d'un pédiatre? Puisqu'on avait des problèmes avec la flécaïne, le propranolol, à chaque fois, ils demandent la greffe d'un cardiologue pour délivrer les médicaments aux patients. Bon, ça, je sais pas, mais il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de problème. Pourquoi, au contraire, les pédiatres, ils voient les enfants en premier, mais après, c'est bien aussi d'avoir un avis spécialisé. Euh, mais je sais pas, ça, c'est l'organisation au niveau de la CNAS, probablement. C'est ça. Merci beaucoup, docteur. S'il vous plaît, docteur, j'ai une question. Oui, À propos du flutaire atrial, vous avez dit qu'une fois on choque le patient, on ne donne pas de traitement après. On a oui. reçu un cas qui a eu un choc électrique pour un flutaire atrial, mais l'enfant a fait une insuffisance cardiaque, CMD rythmique. Après Oui, le choc, il y a toujours la FE qui était très basse. On d'accord. a, on a fait un Holter, il y a toujours les tachycardies à 200. Est-ce qu'on a le droit d'introduire un traitement antiarythmique? Alors, vous êtes pédiatre, c'est ça? Je travaille dans un établissement de pédiatre, cardiopédiatre. Alors, moi, je n'ai pas vu le CG, mais si vous n'avez pas géré la tachycardie, c'est-à-dire que vous m'avez dit, et à l'haltère, il est toujours à 200, c'est-à-dire qu'il est toujours en flotteur, c'est Oui. ça? Il a récidivé. Euh, c'est pas décrit sur sur l'interprétation de l'Holter qui est un flûteur, mais c'est une TSP. C'est un qui a 200. Parce que justement, le flotteur, il ne récidive pas. Très souvent, ne récidive pas. Probablement, cet enfant, il a une tachycardie atriale focale. Parfois, la tachycardie atriale focale, où c'est elle qui évolue sur un mode incessant et qui donne Mhm. des CMD. Et justement, cet enfant, très très probablement, c'est une CMD rythmique. Si vous n'arrêtez pas la tachycardie, il va continuer à faire de l'insuffisance cardiaque. Des fois, c'est ça le Oui, problème. Une TSV, vous pouvez l'arrêter momentanément par des médicaments à la phase aiguë ou une cardioversion électrique et ça récidive. Dans ce cas-là, il faut, si vous êtes sûr que l'enfant il est toujours en TSV, il faut taper fort sur les traitements antiarythmiques. Quand il est en CMD, la flécaïne c'est contre-indiqué. Par contre, vous oui, pouvez donner la cordarone. Il faut bien l'imprégner en oui. cordarone. Il est sous quoi? Sous cordaron. Et ça Dose, s'arrête dose pas. d'entretien. Si, elle est stable sous cordaron. Maintenant, elle fait plus de Non, je tachycardie. dis, oui, est-ce que le flûteur il persiste ou bien il récidive? Non, j'ai pas compris le cas, c'est pour ça que je pose la question. Non, s'il récidive, je pense pas que c'est un flotteur. C'est une attaque cardio-atriale focale. Pour que l'enfant il récupère une fonction normale, il faut que le rythme reste en rythme sinusal. Vous comprenez? Donc, Oui, j'ai compris. il faut utiliser tous les moyens pour que l'enfant reste en rythme sinusal. D'accord? D'accord. Donc, on Parfois, maintient le c'est traitement des indications à l'ablation, hein. Je sais, à quel âge il a cet enfant? 9 mois. Oui, 9 mois, je sais pas, peut-être une PGRT, une TAF. En tout cas, c'est le maintien du rythme sinusal qui va sauver cet enfant. Après, bien On sûr, maintient, parfois on n'arrive pas, hein. Parfois on n'arrive pas. Des fois, il faut faire l'ablation, hein. C'est pour ça que l'ablation, même chez les enfants moins de 5 ans, elle a une petite place quand même. Mais si vous voulez, vous pouvez oui, m'envoyer il y a une un récupération de message par la FE WhatsApp. après je Oui? m'excuse, il y a une récupération de la FE après l'introduction de Cordaron. Donc, on a maintenu le traitement de Cordaron. On peut la maintenir jusqu'à 6 mois à 1 an.
C'est la même chose comme les autres antiarythmiques ou avec la Euh, surveillance de la TSH et alors maintenant, si l'enfant il va bien, vous m'avez dit il a oui, récupéré une fonction oui, normale. oui, à 49, oui. Il Très était bien, avant très à bien. Il 30. va Oui, récupérer encore plus. Là, oui, il vaut mieux, je sais, n'importe que j'ai pas vu le CG. Si c'est un flotteur, pour oui, moi, il faut pas maintenir. Il faut arrêter. Vous pouvez m'envoyer le dossier via WhatsApp ou Messenger pour le voir. Mais si d'ac- c'est une TSV, si c'est une TSV, au contraire, il faut le mettre sous autre chose. Maintenant, il fait plus d'insuffisance cardiaque, il faut le mettre sous avlocardie parce qu'il est moins toxique. Ou la très digoxine, bien. vous comprenez s'il n'y a pas de Donc, précipitation. Mais parce qu'il la y a, cortisone, elle est toxique. oui, mais on a des malades, justement, je suis dans le cardiopédiatrie. Presque tous les malades se sont sous cordaron, surtout les CMD rythmiques, parce que vu la contre-indication des bêta-bloquants dans la phase de congestion, on commence toujours avec le cordaron. Oui, je suis On n'a d'accord. pas, La on n'a pas de cordone et problème. vous avez aussi la digoxine. Vous pouvez utiliser la digoxine si vous n'arrivez pas à gérer l'arythmie, Oui, mais il faut un petit peu oui, donner des doses faibles de digoxine en association avec l'amiodarone. Mais une fois l'enfant, c'est une TSV, pas un flotteur, si c'est un flotteur, j'arrête tout moi. Si c'est pas un flotteur, je switch, j'arrête la cordarone après normalisation de la FE et je donne autre chose. Je donne bêta-bloquant ou digoxine. très bien. Digoxine, par Oui, exemple, il n'a pas, s'il garde une FE un peu basse, on peut donner la digoxine. En l'absence de ok. préexcitation ventriculaire. Oui, oui, ok. J'ai une autre question, s'il vous plaît, pour les syndromes des PR courtes. Euh, on a le problème on reçoit des enfants avec notion de palpitation, de tachycardie. On fait le CG de base, il n'y a pas de préexcitation, il y a des espaces PR très courts. On fait l'holtère, il y a des accidents de tachycardie, mais quel type? On ne sait pas, parce que dans l'holtère, ils ne mentionnent pas qu'il y ait le type TSV, ils disent qu'il y a des TSV ou là, des tachys à le chiffre de tachy. Euh, on peut donner du traitement dans ce cas-là. Alors là, l'holtère, il doit mentionner clairement le diagnostic. Si c'est des tachycardies sinusales ou des palpitations non spécifiques, il ne faut pas mettre de traitement antiarythmique. Et le PR court, c'est normal d'avoir des PR courts chez l'enfant, c'est tout à fait normal. Non, 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 je sais, mais c'est par rapport aux normes pédiatriques. Exactement. Non, Par si rapport aux vous normes avez des pédiatriques, préexcitations, sans préexcitation. sans préexcitation, c'est normal. Moi, je ne donne pas de traitement. Je dois documenter l'arythmie. Si c'est une véritable arythmie documentée à l'holtère ou à un ECG percritique, là, oui, il faut maintenir le traitement jusqu'à l'âge d'un an et demi. Par contre, si c'est tachycardie, l'enfant il fait des tachycardies sinusales, là, quand il pleure, le nourrisson, on peut avoir une tachycardie sinusale à 200 battements. Donc, Oui, 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 on pose des questions, on demande à la maman d'écrire la situation de petit. On fait tout ça pour savoir si l'attaque, elle est au moment du pleur ou là. Donc, on fait tout ce qu'il faut. non, Des fois, il y a des tachycardies en dehors de tout. oui, ça, si il est au repos, c'est pathologique. Mais je vais vous dire autre astuce pour différencier tachycardie sinusale et tachycardie pathologique. La tachycardie sinusale, elle Oui, varie, elle varie, elle n'est pas stable. Quand vous voyez l'holtère, par exemple, il est à 200, après il descend à 180, puis il remonte à 190, 160. oui, Par contre, une tachycardie pathologique, s'il est à 200, il reste à 200. Comprenez, pendant d'accord. Oui, oui, des minutes ou des heures, il est stable à la même fréquence. C'est ça un petit peu qui ça, fait la différence. Et oui, vous avez soulevé un point très très important justement, c'est difficile de faire la différence entre une tachycardie atriale pathologique et une tachycardie sinusale chez l'enfant. Donc, une tachycardie oui. sinusale, c'est autre chose, hein, c'est physiologique, il faut chercher autre chose. Oui. Elle peut être en relation avec L'anémie, oui, anémie, oui, oui. infection, Hmm. vous comprenez, voilà. Oui, oui, d'accord. Donc, il n'y a pas le syndrome de PR courte. Parce que des fois, quand on Non, trouve ça, un c'est pas PR court vraiment. chez un malade, Moi, c'est rare. C'est rare quand même que ça donne des tachycardies, même chez des- l'adulte. Moi, je pense qu'il faut rester classique. Si vous avez une préexcitation évidente, ok. Si vous n'avez pas un diagnostic évident, il faut pas partir vers des traitements de façon abusive. on, on surveille juste parce qu'on a peur
de CMD rythmique. Voilà, c'est ce qu'on fait dans notre service. On surveille les périodes courtes. Chaque 6 mois, on voit les malades, on fait les échographies et on voit s'il y a un retentissement de Exactement, l'attaque sur le... exactement. Hmm. Alors, merci pour votre question. Je Merci vois beaucoup. ici un qui m'a dit on a fait une cardioversion ou Ould Saïd à 300 battements. Très bien, c'est excellent. Un nourrisson de 5 mois, bravo. Mais je l'espère que vous avez fait cette cardioversion sous sédation quand même. Faut pas traumatiser les anges, on va dire. Une qui m'a dit aussi une question très très importante et très pertinente, les bêta-bloquants à la phase aiguë. Alors, si nous, chez l'adulte, le bêta-bloquant, il n'est pas contre-indiqué à la phase aiguë. Par contre, l'enfant, si vous prenez les recommandations, à part les recommandations américaines qui parlent de l'esmolol, mais les bêta-bloquants de façon générale sont contre-indiqués, mais en intraveineux. Bon, vous pouvez les utiliser péros, mais avec beaucoup de prudence parce que ça peut donner, je parle du nouveau-né nourrisson, ça peut donner des hypotensions quand même graves. Donc c'est pour ça l'esmolol, il a une durée d'action courte. En Allemagne, il utilise le landiolol. Landiolol, il a encore une durée d'action et des délai d'action encore plus courte. Donc ça donne pas des hypotensions. Je pense qu'il vaut mieux éviter le bêta-bloquant à la phase aiguë chez le nouveau-né nourrissant. Le grand enfant, vous pouvez le donner et il faut commencer à apprendre à utiliser l'esmolol. L'esmolol, c'est un bêta-bloquant et aussi l'inhibiteur calcique. On n'a pas en Algérie, mais l'inhibiteur calcique, le verapamil en intraveineux, c'est carrément contre-indiqué chez l'enfant moins d'un an parce qu'il donne des collapsus. Il donne des collapsus graves. C'était les constatations des rythmologues qui ont travaillé ailleurs. Donc, c'est pour ça que c'est contre-indiqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme d'autres questions? Euh, voilà, je pense que j'ai Voilà, répondu à docteur la Bouzdeda. majorité. Docteur Bouzdeda. Je vous dis merci et on se voit, j'espère, au prochain webinaire avec Dr Mohamed Ibrahim. Normalement, c'est le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est un lundi, je crois, à 6 heures. Et merci pour la participation. Merci à vous. Au revoir. Merci à toi, merci beaucoup.